Alors, qu'est-ce que la culture client? Si on prend la définition de la culture client, en fait, il s'agit d'un ensemble de croyances et de valeurs qui sont partagées. Partagées par l'ensemble des collaborateurs. Donc, ne confondons pas la culture client avec ce qu'on pourrait appeler des process, une organisation, des normes qui sont orientées client. En quoi cette culture client, ces valeurs et ces croyances partagées vont être importantes dans l'entreprise? Parce que les chercheurs ont montré à quel point ce que les collaborateurs ont dans la tête, le client est important ou pas dans l'entreprise, va être un déterminant puissant de ce qu'ils vont faire en termes de comportement quand il va s'agir soit de s'occuper du client, soit d'imaginer des produits pour les clients, soit d'organiser l'entreprise pour bien servir les clients. Ce qu'on va faire est déterminé par ce qu'on pense. Les entreprises vont demander aux équipes front office, bien entendu, mais aussi back office, de se mettre en action pour améliorer l'expérience des clients. Et pour ceci, les entreprises demandent à leurs collaborateurs de suivre un certain nombre de comportements. Et donc, on définit des normes, des process, des formations, de la sensibilisation pour suivre ces comportements. Pendant des années, nous avons agi comme ça. Et on ne se pose pas la question de l'attitude, ce que les collaborateurs ont dans la tête. Ce que les collaborateurs ont dans la tête revient à savoir quelle est la qualité du terreau du pot de fleurs dans lequel on va planter une graine. Les comportements qu'on va demander d'avoir, ce sont la graine. Le terreau, pour savoir si la graine va pousser, c'est l'attitude, ce qu'on appelle la culture client. Alors, prenons deux exemples pour savoir de quoi on parle. Premier exemple, la ronde de bienvenue à la SNCF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les TGV, depuis quelques mois, nous pouvons observer que les contrôleurs passent dans les rames sans faire de contrôle. Leur premier passage n'est pas destiné à faire du contrôle. Alors on est un peu surpris en tant que client, parce qu'on a l'habitude de se faire contrôler. Ben non, la SNCF a décidé d'utiliser ses ressources humaines pour faire de la relation humaine et a demandé comportement à leur personnel à bord, eh bien de faire ce qu'on appelle une ronde de bienvenue, c'est-à-dire d'accueillir les passagers en leur souhaitant la bienvenue et en leur proposant de s'adresser à eux si jamais ils avaient des questions. Voilà un comportement qui est pensé dans un objectif d'amélioration de l'expérience client, rien à dire. Sauf que, quand on regarde de plus près la réalité de ce qui est délivré par les équipes, la plupart du temps, pour ne pas dire 9 fois sur 10, les contrôleurs passent le plus vite possible dans les rames en regardant au sol. Limite, on se demande s'ils ne recherchent pas des bombes sous les sièges, sans jamais avoir le moindre sourire et ne donner la moindre indication d'accueil. La culture client de ces collaborateurs n'est pas suffisamment forte. Alors, c'est peut-être pas de leur faute individuelle, on y reviendra. En tout cas, voilà la différence entre le respect d'un comportement et l'attitude qui va ou pas avec le comportement qu'on peut demander. Deuxième exemple. La culture client intéresse toute l'entreprise. Et pas uniquement les personnes qui sont au contact des clients, comme nos chers contrôleurs TGV. Toute l'entreprise, y compris les fonctions support, y compris la direction administrative et financière, y compris les services informatiques. Permettez-moi de vous donner l'exemple de Total. Si vous allez sur le site internet de Total, le site institutionnel, vous verrez quelque part, au sujet des stations-service, que Total déclare vouloir accueillir plus de 4 millions de clients dans plus de 16 000 stations-service. Très péremptoire, on aurait presque envie d'y croire. Et pourtant, regardez ce qu'on trouve quand on arrive dans une station Total. La première chose qu'on vous dit, c'est tout ce qu'on ne fait pas pour vous. On ne prend pas les espèces, on ne prend pas les chèques. Si vous êtes un motard, c'est que vous êtes un voleur, donc il faut les payer avant. Si vous êtes un automobiliste, après 19 h, c'est que vous êtes un voleur, donc il faut les payer avant. Et puis surtout, n'oubliez pas votre numéro de pompe, sinon ça va mal se passer. Et donc, évidemment, il y a bien meilleure façon d'être accueilli que celle-ci. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est la différence entre le discours et la réalité. Ce que Daniel Ray appellerait le customer washing. Le deuxième point qui nous intéresse dans cet exemple-là, c'est que ce n'est pas le front office, le directeur de la station-service qui a décidé tout seul
de mettre cette affiche, de mettre cette pancarte. C'est bien des fonctions support qui ont décidé, dans leur bureau, de pourrir l'expérience client sur le terrain. Comment mesurer le niveau de culture client des entreprises? C'est Daniel Ray, chercheur à Grenoble École de Management, qui en 2010 a eu cette idée incroyable de se dire mais on peut la mesurer de façon scientifique. Pour cela, il a fallu tout de suite comprendre qu'il y a bien deux cultures clients. La première, c'est la culture client de l'entreprise, c'est-à-dire les fameux signaux que reçoivent les collaborateurs de la part de leur entreprise. Le management, l'organisation, les process, les pratiques sont des multiples signaux qui, par couches de sédimentation successives, viennent intégrer une idée selon laquelle les clients sont véritablement ou pas importants dans cette entreprise. C'est la première culture client. Mais il y en a une deuxième. C'est nous, les individus, vous, les collaborateurs, en tant que personnalité, vous avez votre propre culture personnelle. Êtes-vous orienté client? Ces deux cultures clients-là sont mesurables scientifiquement. C'est tout le projet du COS, Customer Orientation Score, que nous avons développé avec Daniel Ray. La culture client de l'entreprise. Pour réussir à mesurer de façon académique le niveau de culture client d'entreprise, Daniel Ray a fait tout simplement une revue de littérature des 50 plus grands articles qui ont été publiés dans les 10-15 dernières années sur la question de la culture client. De là est sorti 80 indicateurs de culture de l'entreprise. Ces 80 indicateurs ont été rassemblés en une vingtaine de thèmes et en 3 grandes dimensions. Quelles sont-elles? La première, c'est l'impulsion stratégique. Nous avons besoin de savoir, si vous êtes orienté client, de connaître l'avis de l'ensemble des collaborateurs sur l'exemplarité du top management et du management intermédiaire, sur le discours qu'ils tiennent. Est-ce qu'on a confiance en eux pour prendre des décisions importantes vis-à-vis du client? Est-ce que les indicateurs de performance sur lesquels ils animent l'entreprise et qu'ils évaluent les collaborateurs sont véritablement orientés clients? Tout ceci est intégré dans l'impulsion stratégique. Premier pilier. Le deuxième, c'est la connexion client. Est-ce que notre entreprise est branchée sur les clients? Autrement dit, les collaborateurs sont-ils d'accord pour dire qu'on écoute, qu'on analyse, qu'on interprète, qu'on partage l'information client, mais surtout qu'on sait l'utiliser à des fins opérationnelles, qu'on sait progresser, qu'on sait se transformer compte tenu de ce qu'on a appris des clients? Est-ce qu'on est curieux des clients? Est-ce qu'on a intégré le client dans le système sanguin de l'entreprise? Tous ces indicateurs-là composent ce deuxième thème, la connexion client. Et enfin, le troisième pilier, pour mesurer le niveau de culture client de l'organisation, c'est ce qu'on appelle l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Les collaborateurs partagent-ils ou pas les croyances suivantes? Nous sommes libres d'agir. Nous pouvons sortir des processus habituels si une situation client le nécessite. Nous faisons tout le plus vite possible pour répondre aux intérêts du client. Tout est fait dans l'entreprise pour permettre aux clients de remonter leurs réclamations, leurs irritants, pour qu'on puisse ensuite les traiter. Une fois qu'on a travaillé l'ensemble de ces indicateurs-là et ces 3 piliers, eh bien, il suffit de les rassembler pour vous donner un score global sur une échelle de 0 à 100, qu'on peut aujourd'hui benchmarker. Fin 2016, il y avait 18 000 collaborateurs qui ont répondu à ce test-là. Plus de 80 entreprises, plus de 70 comités de direction, dont on peut aujourd'hui mesurer très concrètement le niveau de préoccupation client. La deuxième culture, la culture individuelle, est plus compliquée à mesurer parce que, bien entendu, on ne peut pas demander aux collaborateurs s'ils sont orientés clients, si pensent-ils être préoccupés par les clients, parce que tout le monde nous répond que oui. Il a fallu trouver une autre méthode, travailler avec un autre pool de chercheurs. Olivier Trendel, une des stars internationales sur les neurosciences, nous a aidé à mettre en place ce projet qui consiste à pouvoir mesurer de façon scientifique ce que les collaborateurs pensent spontanément, ils diraient mécaniquement, quand on leur parle de clients. Concrètement, grâce à cet outil, on peut interroger l'ensemble des collaborateurs
Il suffit de passer un quart d'heure sur un questionnaire qu'on vous transmet. Suite à ça, nous analysons les résultats. Nous sommes capables de vous dire vos forces et vos faiblesses en matière de culture client. On peut regarder ça selon les équipes, selon le niveau hiérarchique. Et évidemment, on peut se benchmarker avec d'autres entreprises qui sont exemplaires en la matière. Une fois les faiblesses identifiées, il suffit de se mettre au travail. Et c'est jamais très compliqué, parce qu'on parle de culture. Par exemple, on va demander à un comité de direction d'écouter chaque mois la personne en charge de l'analyse des réclamations clients. On va demander de désiloter l'entreprise sur les projets transversaux qui concernent les clients, avec une instance managériale qui sera supra les services. On pourra pourquoi pas demander au top management de réévaluer les indicateurs de performance destinés à évaluer la compétence des collaborateurs en intégrant des données clients. On va pourquoi pas aussi demander aux entreprises d'utiliser les ressources des collaborateurs qui sont au contact des clients pour remonter de l'information client. Ça valorise les collaborateurs et surtout, ça donne énormément d'informations sur ce qu'on doit savoir des clients pour progresser. Toutes ces décisions qui peuvent être prises sur les chantiers qu'on a identifiés, de toute façon, sont décidées collectivement, en atelier, avec des collaborateurs, avec les comités de direction, peu importe. Et ensuite, elles demandent d'être accompagnées, suivies dans le temps. Parce que contrairement à d'autres décisions stratégiques, la culture client ne se décrète pas. Elle se vit, elle se ressent au quotidien par l'ensemble des collaborateurs, du top management jusqu'aux personnes qui ne sont pas managers.